Nutrinor a 75 ans, une histoire hors norme et une mission: unir nos forces à celles de la Terre pour accroître de façon durable la richesse collective. Racines et récoltes est un balado qui vise à faire connaître un peu mieux Nutrinor à travers son histoire, ses 1034 membres et ses 1000 employés. En toute authenticité, historiens, administrateurs, employés et agriculteurs membres de la coopérative vous dévoilent ce qu'on a semé au cours des 75 dernières années, ce qu'on récolte aujourd'hui et ce qui poussera demain. Bienvenue à Racines et récoltes. Mon nom est Michel Blackburn, je suis conseiller en communication numérique chez Nutrinor et j'aurai le bonheur de recevoir une panoplie d'invités qui ont laissé leur trace à la coopérative. Bonne écoute! On a maintenant l'honneur de recevoir Nancy Savastano, coordonnatrice procédés, recherche et développement à la Charcuterie Fortin. Bienvenue, Nancy. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Parce qu'en fait, ce que je trouve génial de ton côté, de ton parcours, Nancy, parce que là, tu permets que je te tutoie, là, oui. On se connaît quand même de par notre travail, c'est que tu as quand même un background, comme on appelle, assez particulier. Donc, tu ne proviens pas nécessairement, tu n'as pas commencé à la base chez Fortin. Non, pas du tout. J'ai pas commencé non plus à la base au niveau de l'agroalimentaire. Okay. Mon parcours se dessinait plus vers les milieux hospitaliers. Mm-hmm. Donc, mais j'ai eu la chance d'avoir un mandat en début de carrière au niveau de la fromagerie Perron. OK, dans les fromages. Dans les fromages, pour monter un laboratoire d'analyse et les procédés et un système ACEP. On m'avait donné ce mandat-là. Puis, je travaillais à l'hôpital de Roberval en même temps. Fait que j'ai monté le laboratoire en faisant les deux travails. Ouais. Fait que j'ai commencé là. Puis, c'est là que je me suis formée. Je me suis fait former pour l'agroalimentaire au niveau du ACEP. J'avais aucune connaissance là-dedans. Oui, parce qu'en fait, démystifie-nous, c'est quoi cet acronyme-là? Le ACEP? Le ACEP, oui. Oh, c'est un terme anglais, là, hasard, analyse, des points critiques. En fait, là, c'est un système qualité qui va travailler sur les points critiques là, de fabrication en mettant des contrôles. Et même, tu disais dans des discussions là, en dehors du micro que tu avais même connu les Perron à l'époque là, de la fromagerie Perron. Oui, j'ai connu M. Albert Perron à mon début, parce que mon laboratoire était juste en avant de son bureau. Juste en face? Oui, juste en face de son bureau. Fait que tous les matins, on prenait notre café ensemble. Il me racontait l'histoire de la guerre et de son enfance, comment il avait débuté génial. Avec son père, je pense, qui a passé avant lui. On avait Jean-Marc Perron aussi qui était là, son fils, qui commençait à prendre la relève. On est passé du fromage aux viandes rapidement. On parle de quelle année environ? Bien, les viandes, au niveau des viandes, je pourrais dire vers 2003, peut-être un petit peu, une année avant, là, 2002. Donc, à l'époque, les viandes ne faisaient pas encore partie de la famille de Nutrinor, hein? Non. Non, hein? J'ai été engagée chez Charcuterie Fortin en 2003 pour un mandat de contrôle qualité aussi. Ils cherchaient quelqu'un en contrôle qualité. Puis, au début, le poste n'était pas... Il fallait que je remplace la directrice d'usine. OK. C'était le mandat que j'avais avant de commencer à mon poste en contrôle qualité, c'est de remplacer son congé maternité pour 6 mois. Fait que j'ai fait la direction d'usine avant de faire le contrôle qualité. Puis à l'époque, je crois même que ça ne s'appelait pas officiellement comme aujourd'hui. La charcuterie Fortin, on parlait d'élève, je crois, à l'époque. Oui, charcuterie élève, c'était le terme, le diminutif, oui. Puis à ce moment-là, en fait, on va l'abréger en disant le Fortin. Le Fortin d'antan avec le Fortin d'aujourd'hui. En quoi c'était différent, si ça l'était? Bien, ça l'était. C'était beaucoup plus artisanal. Oui, c'est sûr que c'était fait à la main. On était tous sur un même site. Mm-hmm. Donc, on avait... À 5 heures de Marie. À 5 heures de Marie. C'était pas très grand, mais on faisait toutes les étapes plus manuellement, effectivement. Mais les contrôles, la façon de faire du jambon a demeuré. Il demeure la même chose, sauf qu'on a peut-être des équipements qui font plus de volume, mais ça se ressemble. C'est beaucoup un travail manuel, dans le froid, physique. Là. Mais dans le cas de la charcuterie ou des viandes en général, c'est quoi le processus là, à partir du moment où est-ce qu'on reçoit moi j'appelle ça les quartiers de viande, à aller jusqu'au produit final, il y a un certain travail qui est fait, là. Oui, effectivement. Il y a un gros travail. Ouais. On reçoit les morceaux. Il n'y a pas d'abattage qui se fait chez Charcuterie Fortin. On reçoit les morceaux en grosses boîtes de carton. En fait, c'est séparé par des fesses, des épaules, des flancs.
Puis on désosse les parties de la fesse en plusieurs muscles. Puis on ajoute des ingrédients une fois que c'est désossé. Et ensuite, on macère, on met en moule et on cuit par la suite pour... OK. Ouais. Dans tous les cas, il y a de la cuisson? Dans tous les cas, sauf les produits crus, là, bien entendu, un jambon saumuré, c'est un produit qui ne va pas en cuisson, donc c'est un jambon à bouillir. Fait que lui, il ne saute pas l'étape de la cuisson. Et si tu veux bien, Nancy, on va comme voguer là, entre les deux entreprises. On a parlé de Fortin, mais je voulais aussi qu'on parle de ce que moi j'appelle en acronyme là, BCP, donc la boucherie charcuterie Perron. Tu as eu la chance de travailler aussi à la boucherie charcuterie Perron pour démystifier ce côté-là. Chez BCP, donc à la boucherie charcuterie Perron, les normes, c'était des normes qui étaient plus provinciales. En quoi ça consistait? Parce que des fois, les gens, en fait, on a de la misère à percevoir c'est quoi les différences, entre autres, marquées entre une entreprise qui a des normes provinciales et fédérales. Donc, ça consistait à peu près à quoi? Si tu avais à me résumer ça, là, le travail. Ben, en fait, quand on atteint les normes provinciales, c'est qu'on peut vendre seulement au Québec. OK. Donc, Costco étant en dehors du Québec, sur plusieurs sites, ben il fallait sortir de ce cadre-là. Donc, avec leur audit personnalisé, on pouvait sortir du cadre provincial. Fait qu'on est MAPAC, on vend au Québec seulement, tandis que quand on est fédéral, comme Charcuterie Fortin, on peut vendre hors Québec, aux États-Unis et mondiaux aussi. C'est ce que je demandais à dire, mondial aussi? Mondial aussi. Okay. On exporte présentement dans plusieurs pays. Là, ah oui? Oui. Alors, Nancy, j'aimerais parler d'innovation à l'intérieur de BCP parce que, parlons du produit phare là, de l'entreprise, le fameux jambon blanc. C'est un produit qui se démarquait, mais qui rendait un peu jaloux aussi la concurrence. Oui, effectivement. Moi, quand j'étais chez Charcuterie Fortin, dans le temps, le jambon blanc, c'était un gros compétiteur pour nous. Fait qu'on cherchait vraiment à copier ou atteindre ce standard-là. C'était vraiment un produit qui fonctionnait beaucoup puis qui nous causait un peu pas mal de compétition. Fait que oui, dans le temps, mais on n'avait pas réussi à faire un produit qui était similaire. On se rapprochait beaucoup, mais non. Du côté de Fortin, comment ça s'est effectué, cette transition-là, plutôt cette fusion-là dans la famille de Nutrinor? Est-ce que ça a changé quelque chose dans nos manœuvres? Bien, au départ, je pense que Nutrinor a su respecter Charcuterie Fortin dans tout ça, là, puis de prendre le temps de bien faire la transition et de ne pas changer les méthodes ou les façons de faire drastiquement. Là. Fait que tranquillement, on s'est intégré, on a eu une nouvelle vision de Nutrinor, on s'est joint à cette vision-là, puis c'était quand même une coopérative, fait que c'était une vision plus ouverte. Tout à fait. De bien des choses, là, des budgets et tout ça. C'était pas une entreprise privée, c'était une coopérative. Fait que ça a comme changé la donne. Vraiment, là, ils ont réussi à amener tout le volet santé-sécurité qu'on n'avait pas aussi. Donc, les normes de qualité, tout le support aussi en arrière, les services informatiques qu'on n'avait pas, que cette entreprise... C'était plus difficile là, d'aller chercher du support. Hein. Fait que ça a amené toute cette... Même au niveau mécanique, il y avait des gens à la laiterie qui venaient nous aider. Fait que ça a vraiment changé notre façon ou amélioré ou facilité même la façon qu'on travaillait. Là, on avait beaucoup d'expertise autour de nous. Là. Et sinon, pour terminer là-dessus, Nancy, qu'est-ce que ça a représenté pour Nancy Savastano dans ton parcours professionnel de travailler dans la coopérative de Nutrinor? Bien, ça m'a apporté quand même plusieurs ouvertures au niveau de postes là, que j'aurais peut-être pas pensé de faire dans ma carrière sans changer de compagnie. Là. Fait que j'ai quand même passé une direction d'usine, un petit mandat de direction d'usine. J'ai géré le contrôle qualité aussi. Je suis revenue au procédé. Là, on m'a donné un mandat pour justement le projet là, de rapatrier les gens sur le même site. Fait que, en plus du procédé et de la recherche et développement, je fais une charge de projet au niveau de ce rapatriement-là. Fait qu'on est en train de modifier les locaux pour accueillir Saint-Cœur-de-Marie dans 6 mois. Fait que c'est comme un mandat que j'aurais pas nécessairement eu. À la base, j'ai pas les compétences nécessaires pour appliquer sur un poste comme ça, mais là, maintenant, j'ai eu l'ouverture on me l'a confiée et je pense que ça va bien. Là. Ça a ouvert, dans le fond, des opportunités que j'aurais pas pensé du tout.
Génial. Alors, Nancy Savastano, coordonnatrice procédés, recherche et développement à la Charcuterie Fortin, merci d'avoir participé à cette balado. Bienvenue. Diplômée en sciences de la consommation à l'Université Laval, Anne Marcoux est directrice de la boulangerie du Royaume de Jonquière depuis novembre 2018 lors de l'acquisition par Nutrinor. Conjointe, maman de 2 jeunes enfants impliqués dans son milieu, Anne carbure au défi. Bienvenue, Anne. Bienvenue, merci. Content de t'avoir avec nous. Donc, Anne, j'aimerais commencer, directement dans le vif du sujet, sur l'histoire de la boulangerie. Parce que Nutrinor, lors de l'acquisition, la boulangerie existait déjà. Puis c'est une belle histoire, la boulangerie. Oui, dans le fond, la boulangerie, en fait, c'est parti d'une histoire triste. En fait, c'est une délocalisation d'usine. Grupo Bimbo, mais à l'époque, c'était pas Grupo Bimbo, c'était Multimarque. OK. Avait des installations dans le secteur de Chicoutimi qui ont fermé pour délocaliser la production. Ça s'est passé vers la fin de 96. OK. Ensuite, il y a 8 anciens travailleurs de cette usine-là qui ont réuni leur savoir pour former une coopérative, la Boulangerie du Royaume, en 97 dans le parc industriel de Jonquière. Donc, c'est vraiment issu de la collaboration de 8 anciens travailleurs qui auraient pu juste écouler leur chômage, se trouver un autre travail, mais non, ils ont dit on va décider ensemble de se regrouper, de collaborer, de coopérer pour démarrer une nouvelle entreprise, garder le savoir-faire de production du pain dans la région parce que les habitants du Saguenay-Lac-Saint-Jean méritent un beau pain frais. Donc, c'est resté à peu près la même main-d'œuvre, les mêmes recettes? Absolument. Dans le fond, ils ont gardé ce qui fonctionnait bien des installations du secteur de Chicoutimi, entre autres le fameux plein soleil. Oui. Le fameux pain jaune. Le pain jaune, exactement. Donc, le pain encore le plus vendu à ce jour par la Boulangerie du Royaume. Ils ont gardé cette recette-là parce qu'avec la délocalisation, dans le fond, c'est aussi une des recettes qui allait plus se faire. Ah! Parce qu'un gros volume à l'échelle régionale n'est pas nécessairement un gros volume à l'échelle nationale. OK. Donc, ils ont gardé ce savoir-faire-là, donc gardé les recettes qui fonctionnaient, puis ils ont eu quelques innovations, entre autres le sans gras, sans sucre au travers du temps. Puis ils sont passés de 0 pain, 0 commerce en 1997. Puis ils ont ouvert les points de vente un à un, les routes une à une. C'est assez impressionnant qu'est-ce que les membres fondateurs ont réussi à faire au travers les années, là. Quand on se retrousse les manches puis qu'on décide de mettre le corps à l'ouvrage. Exactement. Ils ont vraiment, vraiment travaillé fort. Puis aujourd'hui, on fait à peu près 6800 pains par jour. On les retrouve à travers les marchés d'alimentation, le domaine des restaurants, institutions, hôtelleries, les institutions publiques et les résidences de personnes âgées. Quand tu parles de distribution, par exemple, le commun des mortels, nos clients, dans le fond, qui veulent retrouver le pain de la Boulangerie du Royaume et qui ne le retrouvent peut-être pas là où est-ce qu'il fait son épicerie, dépanneur, peu importe où. Dans le fond, est-ce que ça marche aussi à la demande? Oui, absolument. Dans le fond, si on voit qu'il y a une demande relative à un secteur, on va valider nos options de distribution dans le secteur. Donc, c'est important, si pour un consommateur qui voudrait avoir nos produits, commencer par appeler à la boulangerie, puis on évaluera, dans le fond, les possibilités de distribution dans le secteur. Parce qu'on fait nous-mêmes la distribution avec nos propres camions pour la plupart des secteurs. Puis dans d'autres cas, on prend des ententes avec des distributeurs laitiers affiliés à Nutrinor, dans le fond, pour assurer la distribution dans des points de service où on n'a pas encore de distribution. Mm-hmm. En plus d'un point de vente directement à la boulangerie? Oui, directement à l'usine, au 2315 Alexis-le-Trotteur, on a un beau petit comptoir de vente. On vend... c'est quand même des 5 % de notre production qu'on vend là-bas. Oui, c'est apprécié des consommateurs. Ils retrouvent la fraîcheur, donc les pains frais du jour, mais aussi des pains parfaitement imparfaits ou un petit peu moins frais vendus à rabais. On a aussi depuis peu d'autres produits de Nutrinor coopérative qu'on vend. Puis ça crée un point de rencontre pour les consommateurs. Puis on aime ça, tu sais, c'est un contact direct. Mm-hmm. Parlons, si tu veux bien, Anne, de pain. Parlons de pain au niveau de la fabrication, parce que ce que je trouve génial, c'est que c'est de toujours être en mesure de sortir des pains frais à toute heure du jour, parce qu'en fait, ça commence de bonne heure. Oui, absolument. Comment ça fonctionne? Dans le fond, on produit à l'usine de Jonquière du lundi au vendredi. Oui.
On commence la journée de production au petit matin vers 2 heures. Dans le fond, j'ai de fiers boulangers là, qui rentrent à cette heure-là pour pouvoir commencer à faire la première étape de fermentation du pain, qui est notre levain. On fonctionne avec un levain pâte, qu'on appelle. Donc, c'est un levain à fermentation courte, 3 ou 4 heures. Tout dépend le type de produit. En fait, le boulanger commence à fabriquer ses levains comme ça. Ensuite, j'ai d'autres employés qui rentrent un peu plus tard, dont un deuxième boulanger à 5 heures pour faire la suite des pâtes et les gens pour la mise en tôle des petits pains et des gros pains. Donc, ça veut dire peu importe le type de pain qui est fait, c'est à tous les jours qu'il y a une rotation? On fait tous les types de pain tous les jours. OK. Présentement, c'est ce qu'on fait. On le produit à la demande. OK. Donc, un consommateur qui veut un de nos produits, qui nous passe une commande, par exemple, un lundi, on le produit le mardi et il est livré chez lui le mercredi. Quand même. Donc, on parle de pas tout à fait 48 heures de délai. Absolument. C'est vraiment, on s'assure comme ça de la fraîcheur puis de produire à la demande pour le client. Ça fait en sorte qu'on a une grande agilité aussi pour répondre aux besoins du consommateur. Mm-hmm. Il y a moyen de réajuster les commandes rapidement puis de pouvoir répondre à la demande de cette façon-là. Et par rapport à la demande ou plutôt au processus de fabrication, est-ce qu'il a changé depuis, on va dire, depuis le démarrage de la Boulangerie du Royaume à aller jusqu'à aujourd'hui en 2024? Je dirais qu'il est demeuré très, très similaire. En plus? Oui, absolument. Donc, c'est resté très artisanal, si je peux m'exprimer ainsi? Dans le domaine du pain commercial, parce Ouais. que notre pain, on pourrait le qualifier de pain quand même de type commercial, parce qu'on fait du pain blanc tranché, etc. Ben oui, c'est une méthode de fabrication qui est tout à fait artisanale. On est à petite échelle, on fait en production à la demande. Nos équipements, dans le fond, c'est semi-automatisé. On a encore beaucoup d'humains impliqués dans le processus. Et les gros, ils ont abandonné le fait de faire des levains courts comme on fait. Ah, je comprends, oui. Parle-moi, Anne, des produits vedettes. On en a effleuré quelques-uns tout à l'heure. Si j'avais à te demander, en fait, les 5, le top 5 des produits vedettes chez la Boulangerie du Royaume. Le plus gros vendeur, c'est incontestablement le plein soleil, un pain de type cuit sur la sole. Ça fait un pain très aérien. Super frais, qui se mange assez bien grillé. Ça fait des petites toasts secs. On dirait que les consommateurs, ils aiment ça, les petites toasts secs. C'était sûrement un besoin. C'est assurément un besoin, en tout cas, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le besoin, il est là. Ensuite, on a la gamme des produits sans gras, sans sucre, dans le fond, qui sont très populaires. Grillés sont fantastiques, pour vrai. Je sais pas pourquoi ils sont bons de même grillés, mais le résultat est ça. Ensuite, on retrouve tout ce qui est pain pique-nique pour faire les sandwichs. On en vend beaucoup dans les traiteurs, entre autres. Puis pour notre contrat des établissements, des CIUS. Parce que c'est une certaine partie aussi de la production. Effectivement. Maintenant, ça représente autour de 5 à 7 % de notre production, tout dépend des semaines. Le contrat des établissements gouvernementaux. Puis leur principal produit qu'ils prennent, ben, c'est le pain pique-nique. Donc, ça a maintenant un bon impact dans notre production. Et est-ce que le volet, moi j'appelle ça le volet HRI, là, donc hôtel, institution, restaurant, a une certaine partie aussi de cette production-là journalière? Oui, effectivement. Je dirais que tout ce qui est hors CIUS, ça représente environ 10 % de notre production. Le reste, c'est clients mineurs et détail. Ouais. Détail, c'est 70 % de notre production à l'heure actuelle. Donc, continuons. On parle de plein soleil, on parle de sans gras, sans sucre. Le pique-nique, puis on a aussi un produit qui prend de plus en plus la vedette à travers les ans, c'est le pain de type italien. On l'appelle le Valentino. Il est tranché un peu hors standard, 3/4 de pouce, avec de la farine sur le dessus. D'année en année, c'est une demande qui croît pour ce produit-là. Ça, puis les miches, là, qui aussi, le volume croît au travers les années. Des produits plus gâteries, fort appréciés par le consommateur. Génial. Parlons plus directement ou précisément de ton travail, Anne. Chez Nutrinor, je me permets de tutoyer parce qu'on a eu l'honneur de travailler régulièrement ensemble dans plusieurs mandats. Qu'est-ce que tu aimes de ton travail chez Nutrinor, en fait? Parce que tu as commencé à l'acquisition, avec l'acquisition de Nutrinor. Effectivement, dans le fond, j'ai commencé avec la transaction avec Nutrinor en novembre 2018. À ce moment-là, je suis restée avec les membres fondateurs
pour la transition Ouais. durant le premier 6 mois pour bien apprendre le métier du gestionnaire. pain. Là. Ouais, de pain aussi, oui. Oui, le domaine aussi, parce que même si j'ai étudié là-dedans puis qu'il y a un volet gestion de la distribution, reste que il faut le vivre. Là. Fait que j'ai eu l'honneur de rester avec les membres fondateurs pendant un moment pour bien l'apprendre. Et de te lever tôt aussi, aussitôt que... J'ai eu l'occasion quelques fois de me lever tôt quand même, mais je laisse ça aux experts. Oui, OK, parfait. Ouais. Je me considère plus comme une généraliste que comme une experte. Ouais. Et sinon, ben, qu'est-ce qui te fait triper dans ton travail à la boulangerie, mis à part consommer le pain? Oui, parce que ça, c'est un volet quand même important. Il ne faut pas négliger le bonheur de se lever puis d'aller travailler dans une place où ça sent bon. Mm-hmm. Très important. Par contre, ce que j'aime dans mon travail, c'est que c'est à la fois très concret parce qu'on fait un beau produit tous les jours pour les consommateurs. Ça ne peut pas être plus concret que ça. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'occasion de travailler avec plein d'intervenants dans plein de niveaux, soit dans la distribution, des fournisseurs, des clients, mais aussi d'autres collaborateurs dans d'autres divisions de Nutrinor. Puis ça fait en sorte que mon travail, je m'ennuie pas. C'est riche. Ouais. Parlons d'innovation maintenant dans un tout autre ordre d'idée. Au niveau de la boulangerie, qu'est-ce que ça signifie dans les prochains mois, prochaines années, le volet innovation? Comment qu'on réussit à continuer à être à l'affût de ce que les consommateurs veulent? Bien, en ce moment, on a de l'innovation un peu dans notre usine parce qu'on a des nouveaux équipements. Okay. Donc, on apprend à travailler avec ces équipements-là, des équipements qui sont aussi connectés, qui vont nous permettre d'avoir des données de production, chose qu'on n'avait pas nécessairement au fil du temps. Donc, ça, pour la boulangerie, je dirais que c'est assez innovant. Ouais. Mais en même temps, excuse-moi de te couper la parole, mais peut-être est-ce que ça change aussi la façon que les employés, au niveau de leur efficacité, vont avoir à travailler? Bien, c'est sûr que ça peut changer des méthodes de travail. Ouais. L'objectif, dans le fond, c'est toujours d'essayer d'avoir plus de capacité pour pouvoir répondre à la demande de nos clients. Faire en sorte, dans le fond, qu'on ait des équipements adaptés pour répondre à leurs demandes, mais aussi des équipements qui sont à la fois sécuritaires et agréables à travailler. Les équipements en boulangerie, c'est des équipements qui sont très durables. Mais qui disent des équipements très durables aussi, dans le cadre de la boulangerie, c'est des équipements aussi qui sont un peu vieillissants des fois. Donc, c'est des équipements qu'il faut repenser pour travailler l'ergonomie, travailler la santé et la sécurité de nos travailleurs. Puis c'est ce qu'on fait à la boulangerie à l'heure actuelle. Aussi, au niveau des innovations de marché, le marché du pain, ça bouge beaucoup présentement. Ah oui? Oui, absolument. C'est un marché parce que le prix des matières premières a vraiment beaucoup augmenté au fil du temps. La pénurie de main-d'œuvre aussi. Donc, ça force les gros joueurs à prendre des décisions par rapport à leur production, à rationaliser leur production. Mais nous, ça nous libère des opportunités d'affaires qu'il faut évaluer puis voir si on est capable de les saisir. Puis au niveau des produits, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances à lesquelles on doit rester à l'affût dans les prochaines années? Ce qu'on remarque, c'est vraiment une tendance à l'heure actuelle pour le tranché hors standard. Je dirais que le tranché standard en boulangerie, c'est le format 5-8. Ouais. Mais il y a vraiment une demande pour le pain tranché un peu plus épais. Donc, avec nos équipements, on s'attarde à pouvoir répondre à cette demande-là. OK. Donc, d'avoir des tranches de pain qui sont plus épaisses dans un même format. Exactement. C'est quelque chose qu'on voit que la demande du consommateur, elle est là présentement. Il y a une croissance dans ces produits-là. Donc, on regarde pour aller dans cette direction-là. En tout cas, nos équipements nous le permettent, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, on va être prêt à répondre à cette demande-là. Puis ensuite, on reste à l'affût pour toutes les innovations qui pourraient se présenter. Et le pain du futur pour la boulangerie du Royaume, ça ressemble à quoi? En fait, on veut demeurer une boulangerie à échelle humaine quand même, oui. Qui respecte le produit et le savoir-faire. C'est comme ça, je pense, qu'on va se démarquer des autres boulangeries. Oui, on peut être une belle boulangerie efficace, mais à dimension humaine, c'est possible de le faire. On va essayer que ça soit clair pour le consommateur, notre belle histoire, notre force, puis que c'est parce que c'est des humains puis du cœur que le pain est bon. Génial. Je te laisse le mot de la fin, Anne, en te demandant tout simplement, pour toi, avec l'expérience que tu as, ça signifie quoi travailler chez la coopérative de Nutrinor?
En fait, pour moi, travailler chez Nutrinor, c'est la collaboration entre les équipes, c'est les opportunités, dans le fond, que ça dégage de faire partie d'une grande coopérative comme ça. Ça permet de faire en sorte que je travaille avec des collaborateurs de différents secteurs, ça enrichit la pensée. Ça fait en sorte que des fois, on a l'impression d'avancer plus lentement, mais non, on va juste plus loin. Génial. Merci beaucoup, Anne, d'avoir participé à cette balado. Merci. Natif de Québec, d'une famille de producteurs passionnés de bonne bouffe, de chasse et de pêche et muni d'une solide expérience dans différents emplois en alimentation, en vente et en agroalimentaire, Alexandre Mekela a fait le saut chez Nutrinor à la fin du mois d'août 2023. Bienvenue, Alexandre. Merci bien. Alors, parlons de cette deuxième partie, donc, on va parler ensemble de viande, de pain. Toujours dans la même envolée, là, c'est-à-dire de parler d'innovation dans l'agroalimentaire. Ça comporte en quoi exactement au niveau des viandes? Au niveau des viandes, les prochaines années, on est en train de centraliser des opérations, comme on le sait, à Alma. Donc, dans le fond, à partir de là, ça va être vraiment de la conversion de produits. OK. Donc, dans le fond, on va se concentrer sur de la charcuterie qu'on connaît, donc de la charcuterie de porc. On va regarder à additionner des nouveaux produits, certes, mais on va demeurer dans ce segment-là. Je dirais, par contre, à plus long terme, on est en train de se questionner, justement, à faire des études de marché ou quoi que ce soit. C'est quoi la protéine du futur dans la charcuterie? Okay. On va demeurer dans la charcuterie, mais c'est quoi la protéine du futur? Qu'est-ce qu'il faudrait additionner peut-être dans nos opérations ou comment on pourrait transformer le porc différemment pour répondre à d'autres besoins du consommateur, que ce soit encore plus des produits à valeur ajoutée, que ce soit de la surtransformation, même des sous-produits. Donc, quand on parle de sous-produits, ce n'est pas un mauvais produit, c'est justement de faire pratiquement une production circulaire, une économie circulaire, dans le fond. C'est d'utiliser complètement toutes les portions de porc qui rentrent à l'usine, qui sont transformées à l'usine. C'est de leur redonner de la valeur tout en répondant aux besoins du consommateur à la toute fin. Fait que là, présentement, les quelques prochaines années, on se concentre vraiment à faire des opérations parce que la demande pour nos produits est extrêmement grande. OK. Fait qu'on regarde plus à additionner des capacités de production, des capacités de transformation, mais dans le même type de produits qu'on regarde. Donc, est-ce que ça veut dire, par exemple, d'avoir un type de jambon en plusieurs formats différents? Exactement, ou un type d'emballage refermable. Il y a une grande demande présentement, puis on le voit là, dans le contexte économique pour des emballages familiaux. Ouais. Les emballages familiaux, qu'est-ce que ça représente pour le consommateur? C'est que c'est le prix le plus abordable. Mettons qu'il n'y a pas de promotion cette semaine-là. C'est effectivement le meilleur dollar au 100 grammes qu'on appelle. Ouais. Donc, si on regarde les étiquettes tablettes, puis c'est bon dans toutes les catégories, quand on va dans un marché d'alimentation, il y a une étiquette tablette. Si vous voulez une référence de dire c'est quoi le meilleur achat à faire, c'est toujours le dollar par 100 grammes. Donc là, tu évites justement la comparaison de formats différents, etc. Ouais. Le marchand, le détaillant au Québec est obligé de vous fournir cette information-là, que le produit soit en rabais ou à prix régulier. OK. Puis c'est là ça, peu importe le type d'établissement, supermarché, épicerie, dépanneur. Peu importe, dans le fond. C'est vraiment au niveau des détaillants majeurs. Là. Évidemment, les tout petits indépendants, il y en a qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas les systèmes pour le calculer. Mais au niveau des détaillants majeurs, les chaînes sont obligées de fournir cette information. Et ça veut dire pour Nutrinor, en quoi on réussit à se démarquer, soit au niveau du prix, au niveau de du produit en tant que tel par rapport aux géants de l'alimentation qu'on connaît tous? Donc, dans le fond, au niveau des viandes, on est vraiment encore là reconnu pour la qualité des produits qu'on fabrique. Ça va être justement de développer des gammes un petit peu plus étendues. On pense, exemple, à la marque Perron. Présentement, la marque Perron, c'est un produit, c'est le jambon blanc, mais en deux formats, on l'appelle. Dans la bulle de service, en quart de toupie pour que le consommateur aille faire trancher son propre jambon ou trancher. Mais là, on regarde à additionner des nouveaux formats familial. On regarde, dans le fond, y a-t-il d'autres produits qu'on pourrait faire qui est du type jambon de haute qualité pour aller créer une famille de produits? Ça peut être une innovation en termes de goût, une saveur, un type de jambon. Ça reste à déterminer. Encore là, on va regarder, donner le marché. Qu'est-ce qui est le plus porteur? Qu'est-ce que nous, on est capable de fabriquer avec les opérations qu'on a? Mais on regarde, dans le fond, ces différents éléments-là. Pour la marque Fortin, c'est une marque qui est un petit peu plus économique,
plus grand public. Ouais. Donc, dans le fond, encore là, on regarde, est-ce qu'elle a le bon positionnement? Est-ce qu'on a des bons produits? Est-ce qu'on a les bons prix de détail aussi? Est-ce qu'on a la bonne stratégie de prix de détail? Parce que c'est effectivement des produits de très, très bonne qualité. Il faut qu'ils se démarquent versus nos compétiteurs. Donc, dans le fond, en tablette, il faut que la promesse de marque soit différente, exemple, de ce qu'on voit là, dans les grands circulaires du Québec avec nos compétiteurs majeurs. Mais encore là, ça revient à c'est quoi la qualité de nos produits, en quoi on est reconnu, c'est quoi les valeurs qu'on propose aux clients, c'est quoi la promesse de qualité et de valeur qu'on offre avec nos deux gammes de produits. Et parlons-en, quelle est cette fameuse promesse de qualité-là chez, entre autres, Fortin et aussi chez la charcuterie Perron? Je dirais les deux gammes de produits sont considérées comme vraiment une qualité supérieure à ce qui se fait versus nos compétiteurs à même prix. OK. Donc, dans le fond, les deux gammes de produits, on est vraiment positionné dans la très grande qualité. Puis de là, se poser la question, dans le fond, de dire, est-ce que, dans le fond, la qualité qu'on offre au consommateur, elle est reconnue par le consommateur? Mm-hmm. Et de différencier un peu mieux ces deux marques-là. La beauté de ces produits-là, c'est qu'on est partout au Québec. Oui. Perron, le jambon blanc, les charcuteries Fortin se retrouvent dans beaucoup, beaucoup de points de vente au Québec, beaucoup plus même qu'on pourrait s'imaginer. Donc, tu vas dans la région de Montréal, ils sont partout dans la région de Québec, tu t'en vas à Gaspésie, il y en a, tu t'en vas dans la Côte-Nord, il y en a partout au Québec. Et c'est le même, on allait dire le pattern, donc c'est le même principe pour le consommateur, c'est-à-dire s'il ne retrouve pas les produits de charcuterie de Fortin ou de Perron, il peut le demander et ça fonctionne comme ça, comme pour les produits laitiers. Je pense aussi qu'on a tout avantage à faire mieux connaître nos produits. Les gens les associent pas assez avec Nutrinor et la promesse de Nutrinor. Fait que ça, c'est un travail qui reste à faire, je crois. Encore là, ils sont très bien perçus, ces produits-là, mais justement de passer le message qu'ils font partie de la famille Nutrinor. Puis ça dépend de nous, là, pas du consommateur. C'est à nous à passer ces messages-là. Puis justement, les mettre plus en valeur en magasin. Je pense qu'il y a toute une stratégie de mettre ces produits-là encore plus de l'avant. Si on est reconnu pour de la qualité, il faut que ce message-là se rende au consommateur. Parce que présentement, un achat, ça se fait en tablette en 3-4 secondes. Ouais, le consommateur se présente, a un besoin, exemple, d'une charcuterie, il va se présenter, 3-4 secondes, la décision d'achat est faite. Donc, ça se passe extrêmement rapidement. De là, l'importance du marketing. De là, l'importance de la stratégie de commercialisation. Comment tu habilles le produit en tablette? Comment il est distinctif? Et mis à part, on parlait de format d'emballage, de tendance, je dirais, qui vient des consommateurs. Au niveau du produit, dans l'avenir, ça se résumerait à quoi pour nos deux marques? Dans le fond, il y a vraiment des attributs plus santé qui devront être mis de l'avant. OK. Puis, dans le fond, avec un nouvel étiquetage au niveau de la loi canadienne en janvier 2026, dans le fond, il va y avoir un nouvel emballage qui va être mis de l'avant. Donc, dans le fond, les produits vont devoir déclarer sucre, gras et sel. Évidemment, on est très bien positionné par rapport à ces produits-là. Puis déjà, on est justement en innovation de voir qu'est-ce qu'il faut adapter, en quoi le consommateur va s'adapter à ce nouvel emballage-là. Puis c'est pas juste pour Nutrinor, c'est l'ensemble du marché. Mais justement, est-ce qu'il faut réduire notre taux de sodium? Parce qu'on le sait, les charcuteries, c'est beaucoup le gras, le sodium, évidemment pas le sucre, mais c'est vraiment dans le fond le gras et le sodium. Comment on adapte notre offre de produits? Parce que le consommateur est déjà sensible à cette chose-là, mais il va le devenir encore plus. Fait que là, on a déjà commencé des activités pour se positionner là-dedans. Y a-t-il des nouveaux produits qu'on doit développer? Mais on sent que ça va devenir encore plus important dans le choix des consommateurs. Puis ça, c'est à nous d'adapter notre offre de produits. On est super bien positionné. Je vais vous donner un exemple. Le jambon blanc Perron, c'est le jambon avec le plus haut taux de protéines au Québec. C'est le plus faible en sodium. Évidemment, en termes de gras, c'est le plus faible aussi. Fait qu'il est déjà reconnu dans toute la communauté des nutritionnistes comme étant le jambon de choix pour n'importe quelle diète, même des diètes que les gens veulent, qui soient restreignantes ou pas. Les nutritionnistes déjà mettent de l'avant ce produit-là à cause de ces différents critères-là. Donc, ça veut dire qu'on peut s'en servir aussi comme, je m'en allais dire, comme pilier stratégique pour nos autres produits. Définitivement, c'est un angle qui effectivement résonne chez le consommateur. Il va le résonner encore plus avec ce qu'on vient de parler. Puis c'est comment qu'on adapte ou qu'on additionne des produits dans cette tangente-là. Élevé en protéines, faible en gras, faible en sodium. Évidemment, le sodium dans les charcuteries joue un rôle de stabilisation puis de durée de vie du produit. Donc, on ne peut pas éliminer le sodium. Ce n'est pas souhaitable même pour le consommateur. Mais d'avoir des taux de sodium qui sont extrêmement raisonnables. Je pense que c'est la clé ici. Puis de trouver justement entre la qualité, le goût, le bon point de référence.
Puis évidemment, la protéine, c'est ce qui est important dans l'alimentation. Donc, c'est tous des éléments qu'on est déjà là, mais il faut aller encore plus accélérer. Parlons maintenant d'une autre marque de l'agroalimentaire chez Nutrinor, la Boulangerie du Royaume. Oui. Extrêmement connue dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En quoi, en fait, les pains de la Boulangerie du Royaume représentent un défi de distribution pour Nutrinor? C'est un défi de distribution dans le sens que c'est un peu comme le fromage frais du jour. Le consommateur exige une fraîcheur de produit avec le pain. Donc, c'est vraiment un critère. Donc, on s'entend dans les produits réfrigérés, on a la date de durée de vie qui est plus longue, mais dans le pain, dans le fromage frais du jour, c'est vraiment un challenge logistique de s'assurer qu'il y a une bonne rotation en magasin, que les bons pains répondent aux bons consommateurs. On a un pain particulièrement, le pain jaune qu'on appelle, qui est vraiment celui qui génère une demande très élevé dans les magasins. Il faut s'assurer, dans le fond, qu'on a le bon nombre de pains à tous les jours. Puis évidemment, dans le marché de l'alimentation, la demande n'est pas pareille un lundi, un mardi que le jeudi, vendredi, samedi. La majorité des consommateurs font leur épicerie jeudi soir, vendredi soir ou le samedi. Ouais. C'est encore le cas de nos jours. C'était le cas quand on était jeune. C'était fermé le dimanche. Ça trahit un peu mon âge. Mais c'est encore vrai aujourd'hui. Les gens font leur épicerie. Ils vont aller faire des petites épiceries d'appoint aux besoins le lundi, le mardi, s'il manque de lait, justement, s'il manque de pain. Mais c'est de s'assurer justement qu'on est capable de calibrer cette demande-là versus les inventaires, versus nos livraisons. C'est un défi dans le pain. Est-ce que c'est le même processus pour le pain que pour les produits laitiers, les charcuteries au niveau de l'affichage en tablette? Comment on peut retrouver un pain de la Boulangerie du Royaume dans l'espace à lequel on veut l'acheter? Ouais, fondamentalement, c'est le même exercice. La différence, par contre, avec le pain, c'est qu'on est en livraison directe, qu'on appelle dans les différents magasins. Il faut qu'on est capable, nous, comme manufacturiers, comme distributeurs, de plus influencer les produits qui vont se retrouver en tablette, de mieux les mettre de l'avant. Puis c'est justement un volet qu'on est en train d'explorer. Comment on passe le message que ce pain-là, qui compétitionne encore là contre des joueurs qui arrivent de l'Ontario, d'ailleurs au Québec, que ça transpire le fait que Boulangerie du Royaume, c'est un produit local, produit par des gens locaux qui stimule l'économie locale, puis qui fait partie aussi de la famille Nutrinor. Malgré tous les défis logistiques, on est ceux encore là qui offrent le meilleur service aux détaillants, aux restaurateurs et aux institutions dans le pain au niveau régional. De faire mieux connaître nos pains. Encore là, on parle d'innovation, de regarder quel pain on pourrait faire peut-être avec une farine locale, avec des grains locaux. C'est ce que je m'en allais dire. Donc, c'est dans les plans de pouvoir analyser ce type d'innovation au niveau du pain, parce qu'on ne se le cache pas. Souvent, nos auditeurs peuvent penser que du pain, bien écoute, ça reste du pain, mais il y a manière d'innover là-dedans aussi. Ah, tout à fait. Puis encore là, c'est de répondre aux besoins du consommateur, c'est d'aller sonder qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Mais c'est sûr que dans une économie locale, puis avec une boulangerie locale, il y a un aspect qu'il faut vraiment aller explorer. Là. Ce serait quoi le potentiel? Ce serait quoi l'attrait du consommateur pour un produit comme ça? Puis on se comprend, c'est pas d'aller faire un pain d'une boulangerie de quartier. C'est vraiment d'aller faire un pain du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui parle aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un profil de goût qui les intéresse, mais à prix compétitif aussi. Tout à fait. C'est une catégorie qui est extrêmement compétitive en termes de prix. On l'est, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Il faut que ce pain-là soit accessible aux gens aussi. Génial. Terminons, en fait, si vous voulez bien, Alexandre, avec tout simplement la question sur votre emploi chez Nutrinor. Oui. Vous aviez eu, comme j'ai dit au départ, un background dans l'industrie, mais chez Nutrinor, avec une coopérative, qu'est-ce que ça implique chez vous? Qu'est-ce que ça a changé? Puis qu'est-ce que vous aimez de votre travail? Dans le fond, ce que j'adore de Nutrinor, c'est vraiment, dans le fond, on en a parlé, c'est un positionnement très innovant, okay, qui fait la boucle entre l'agriculture, nos membres aussi, et les produits agroalimentaires qu'on veut valoriser, produits agroalimentaires régionaux et même ceux de la fromagerie champêtre. Donc, pour moi, le type de produit, les valeurs que l'entreprise, dans le fond, prône, se retrouvent dans les produits agroalimentaires que mon équipe représente. Et que le consommateur, évidemment, choisit au bout du compte. Fait que pour moi, ça, c'est, dans le fond, la promesse qu'on fait à nos membres comme nos consommateurs, elle est la même, dans le fond. Et c'est là, je pense qu'on a un grand potentiel à encore plus passer ce message-là. C'est nos membres qui sont importants. Tu sais, le travail d'agriculteur, c'est quelque chose, même moi, que j'ai fait dans ma jeunesse. Là, tu sais, j'ai
appris à travailler dans les fermes de mes oncles. J'avais les mains dans la terre, ramasser de la roche, à travers des vaches. Il y avait des affaires que j'aimais moins. Puis c'est là que j'ai compris, moi, que je voulais travailler avec les produits agroalimentaires. Je voulais les mettre de l'avant, tout en respectant le travail des agriculteurs. C'est un travail, on ne se le cachera pas, qui est très exigeant. Ouais. Autant physiquement, mentalement. C'est des gestionnaires d'entreprise autant que, tu sais, ils traitent des vaches qu'il faut qu'ils fassent la comptabilité, la génétique du troupeau en maraîcher. C'est l'irrigation, les cultures, la météo. J'ai travaillé dans les fraises, dans les framboises, etc. chez mon oncle au niveau du maraîcher. Puis c'était toute une dynamique aussi. Là. C'est un produit hautement périssable si on pense aux framboises. Puis c'est là que moi, je me suis dit, moi, je veux vraiment me diriger dans la commercialisation. Je veux rendre honneur, dans le fond, au passé de mes familles qui sont des agriculteurs en faisant le pont. Puis justement, c'est une de mes passions, la bouffe. Là, j'adore faire de la bouffe. J'ai étudié là-dedans. Je travaille là-dedans. Puis c'est ce que j'adore travailler avec ces produits-là. Je suis fier de ces produits-là. J'y trouve de qualité. Je suis le premier consommateur de nos produits. Puis aussi les collègues de travail chez Nutrinor. Il y a une belle complicité, un travail d'équipe. Les valeurs, on les ressent au quotidien. Puis pour moi, encore là, ça peut paraître très bénin de dire ça, mais pour moi, c'est extrêmement important. Au stade que je suis dans ma carrière, avec les expériences que j'ai eues dans les dernières années, c'est quelque chose qu'on remet de plus en plus de l'avant. Au fur et à mesure. C'est encore plus important. Ça se cristallise quand on commence à avoir beaucoup plus d'expérience. Comment le travail d'équipe, pour moi, c'est important. C'est pas le show Alexandre Mekela. C'est mon équipe qui fait le travail, c'est pas moi. Puis continuons là-dessus. Exactement. Puis je me permets presque, pas presque, je vais prendre le rôle de poser une petite question piège avant de terminer. Si vous aviez un bon coup que vous pourriez me résumer depuis votre arrivée chez Nutrinor, ça serait lequel? C'est effectivement ce changement de culture-là que je suis en train d'instaurer au niveau de l'équipe. C'est vraiment de retomber à développer des affaires. Retourner à aller chercher des opportunités de marché. Ouais. Ça fait rayonner l'entreprise. Ça fait autant la laiterie, les fromageries, les viandes que le pain, on le voit. T'attires une fierté. C'est du nouveau, c'est de l'innovation, c'est des nouveaux clients. Pour moi, de mettre en place une culture que c'est le fun d'aller développer des affaires. Puis autant dans mon équipe que les équipes d'opération. Puis c'est là que je trouve que ça fait la différence chez Nutrinor. C'est que c'est pas deux équipes qui se compétitionnent, que j'ai déjà vu dans le passé en toute franchise. On travaille vraiment là, ensemble, on prend des décisions ensemble. Puis ça paraît, comme je disais, bénin, mais que ça fait toute la différence pour une équipe commerciale quand tu sais que ton équipe d'opération est en arrière de toi. Puis qu'à la toute fin aussi, ils vont être contents de livrer ce produit-là parce que tu as eu des bonnes discussions avant, puis tu le sais qu'on travaille en équipe. C'est vraiment ce qui me démarque Nutrinor. Depuis mon arrivée, c'est vraiment cet élément-là que je trouve qui démarque complètement Nutrinor de ce que j'ai déjà vécu avant. On est tous dans la même équipe, on travaille tous dans le même sens. Je n'ai pas à me soucier, dans le fond, de dire « mes collègues des opérations, enfin, vont tout suivre. » Non, on en a discuté, ils sont on board. C'est vraiment, vraiment ça, quelque chose qu'il faut préserver, mettre de l'avant. Ça va extrêmement bien depuis que je suis arrivé. Les équipes commencent à embarquer aussi dans cette philosophie-là parce que pour eux autres aussi, c'est nouveau. Effectivement. C'est nouveau de travailler en collaboration et non pas je dirais pas un contre l'autre, mais avec des agendas peut-être des fois différents. Là, on marie nos agendas, puis tu sais, évidemment, ça fait partie d'une discussion avec les collègues de dire, bien, pour moi, ça, c'est important, OK, pour toi, ça, c'est important, puis on trouve, dans le fond, la meilleure solution pour les deux parties. Ouais. Fait que vraiment, c'est ce que, tu sais, le plus grand succès, oui, j'ai des succès commerciaux, mais le plus grand succès, c'est vraiment le travail d'équipe au travers de toutes ces équipes-là, puis c'est ce qui me démarque, tu sais, mon point de vue qui arrive dans une entreprise Nutrinor, de pas mal d'entreprises pour lesquelles j'ai travaillé dans le passé. Alors, pour terminer, merci beaucoup Alexandre, vice-président des ventes, marketing et commercialisation du domaine agroalimentaire. Bien, merci bien. À la prochaine. Merci. C'est ce qui conclut le 5e épisode de Racines et Récoltes. Rendez-vous à l'épisode 6 où nous poursuivrons notre découverte de l'histoire de Nutrinor, plus précisément pour le domaine de l'énergie. À bientôt. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.